Bonjour à tous, en tout cas, merci de vous être connectés si nombreux pour cette conférence que je vais animer. Donc, je suis Marie Loriot, j'anime la commission maîtrise d'ouvrage et territoire d'Adif Bois. Et le temps que le plein écran arrive, je vais laisser tout de suite la parole à Franck Mathis, le président d'Adif Bois, pour quelques mots d'introduction. Oui, alors, bonjour à tous, et donc merci de votre présence nombreuse quand même pour cet événement. Alors, ce webinaire va donner la parole aux collectivités et aux aménageurs sur le thème de comment favoriser et prescrire la construction de bois. Alors, comme vous le savez, depuis 2014 maintenant, d'abord, dans la continuité du plan bois qui a été lancé et approuvé par le ministère à l'époque, Adif Bois est l'opérateur de ce fameux plan bois. Et dans le cadre d'Adif Bois, nous avons créé un certain nombre de groupes de travail. Je vais couper le son parce que là, j'entends des notifications. A créé un certain nombre de commissions thématiques sur un certain nombre de sujets techniques, marketing, réglementaire. Enfin, voilà, on essaie de couvrir architectural. Enfin, on essaie de couvrir un spectre assez large en fait, qui vise à favoriser la construction d'immeubles en bois. Ces commissions sont composées bien sûr d'experts techniques, d'architectes, de collectivités locales, de maîtres d'ouvrage publics et privés. Il y a vraiment un spectre très très large qui réunit l'ensemble des acteurs d'une opération sur une opération de construction d'immeubles. Alors, Adif Bois produit bien sûr des études, hein, il a produit une bonne dizaine, un certain nombre de publications, des conférences, des expositions autour de ces différents thèmes. Et donc, les thèmes, c'est effectivement tourne autour du concept du vivre bois, l'aspect industrialisation qui va avec, tout ce qui concerne la ressource, l'environnement, bien sûr toutes les thématiques vraiment techniques qui tournent autour de l'incendie, du phonique, voilà, de l'enveloppe, enfin tous les aspects, tout ce qu'il faut pour construire en fait un immeuble en bois. Pour les Jeux Olympiques, nous avons aussi, parce que ça c'est un sujet assez important, qui va produire beaucoup d'immeubles en bois. Nous avons créé avec Solideo, le CSTB, une organisation qui s'appelle le Club des industriels, hein, et puis bien sûr des industriels du bâtiment, et pas que les gens du bois d'ailleurs. Autour du bois, il y a beaucoup de choses dans un immeuble, hein, et qui n'est pas que du bois. Donc nous avons créé un club qu'on appelle le Club des industriels, qui a comme objectif d'être prêt sur un certain nombre de sujets techniques pour justement le lancement de ces constructions. Alors, Adif Bois a produit un certain nombre de guides techniques de Vademecum, hein, qui étaient à destination des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage. Et après ces premiers guides, nous avons décidé de lancer un autre guide, Vademecum, à destination des collectivités locales. Quand je dis les collectivités, en fait, c'est plutôt les communes, bien sûr, les intercommunalités, les métropoles, les établissements publics, les grands aménageurs, tous les grands maîtres d'ouvrage, hein, bien sûr, et les propriétaires fonciers. Donc tous ces gens qui ont des préoccupations environnementales, qui doivent répondre à la demande des populations, ont un rôle vraiment important à jouer pour lancer ces projets, pour impulser une volonté politique et aider un petit peu, ou guider en tout cas les maîtres d'ouvrage, ou les promoteurs, bailleurs sociaux et autres qui veulent se lancer. Donc ce Vademecum est fait pour bien sûr les sensibiliser à tous les sujets un peu sensibles, les accompagner et surtout faire un partage d'expérience, parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de
collectivités qui ont déjà un peu d'avance et qui ont de l'expérience, qui ont essuyé pour certains des plâtres. Et donc, c'est ce que nous avons pensé utile de partager toutes ces expériences. Alors, avant de vous communiquer ce Vadémécum, et on aimerait le faire à l'occasion d'une manifestation dès qu'on sera déconfiné, probablement en début d'année ou au printemps. Mais avant de faire un événement sur ce sujet, permettre aux gens de se rencontrer et d'échanger, on a souhaité donner la parole à un certain nombre d'acteurs qui ont travaillé sur ce Vadémécum. Alors, ils nous ont fait confiance et on les remercie de cette confiance. Et donc là, on souhaitait qu'ils commencent déjà à vous partager leurs premières expériences. Et avant de donner la parole à Marie Joriot, je voudrais remercier très chaleureusement donc, les intervenants qui aujourd'hui vont partager leurs expériences. Hein. Alors, il y a Fabrice Lamoureux qui est chargé du projet NoWatt à la région Occitanie. Il y a Stéphanie Strasser, qui est directrice du département de développement urbain à Nantes Métropole. Il y a Tali Marx, qui est chargée de mission de ville en transition à l'Eurométropole de Strasbourg. Jean-Luc Ramel, qui est architecte urbaniste à l'agence d'EBR à Lyon et qui travaille sur un certain nombre de petites communes autour de Lyon. Et Stéphane Defay, qui est directeur général de métropole du Grand Paris. Voilà, donc merci encore à eux tous. Et Marie, je te repasse la parole. Merci Franck. On va commencer sans attendre la première présentation. Je voulais juste redonner des petites consignes traditionnelles. Maintenant, coupez bien vos micros et vos caméras quand vous ne prenez pas la parole. Et je vous invite à poser vos questions dans l'onglet conversation. On n'a pas énormément de temps, mais on essaiera de prendre une ou deux questions à chaque fois. Après les présentations de chacun. Donc, comme l'a dit Franck, ça fait peut-être un peu plus d'un an qu'on travaille sur ce Vadémécum qui va bientôt sortir. L'idée étant vraiment de partir du terrain et des pratiques des territoires pour donner des bonnes pratiques et proposer une boîte à outils. Donc, c'est comme ça que se présentera le Vadémécum. Et montrer comment les différents acteurs, donc collectivités ou aménageurs, combinent plusieurs types d'actions pour favoriser la construction bois. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité faire intervenir différents acteurs à différentes échelles cet après-midi pour montrer les différents outils qu'ils ont inventés et qu'ils ont mis en œuvre. Donc, on va commencer par la métropole de Nantes avec Stéphanie Strasser, où c'est l'urbanisme décarboné qui a été fixé comme objectif suite au grand débat qui a été mené en 2018. Et donc, Stéphanie Strasser va nous présenter la déclinaison sur la construction bois du fruit de ce grand débat. Stéphanie, c'est à vous. Alors, Marie, avant de laisser démarrer Stéphanie Strasser, je souhaitais aussi préciser que j'ai demandé à Luc Charmasson de conclure ce webinaire. Luc Charmasson, qui est le président du comité stratégique de filière bois, hein, donc qui est vraiment l'instance qui supervise toute la filière, au même comme il y a d'autres comités stratégiques dans d'autres filières industrielles en France. Donc merci à lui d'intervenir à la fin de ces différentes présentations. Merci Franck. Stéphanie, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter la démarche telle qu'on l'a initiée à Nantes Métropole il y a maintenant à peu près 2 ans. Commencer par un chiffre, la construction bois à l'échelle des Pays de la Loire, et on est grosso modo sur les mêmes chiffres aujourd'hui sur Nantes Métropole, c'est 9% des logements construits. Donc, on a des marges de manœuvre importantes, même si ce chiffre est intéressant. Comme vous l'avez dit, Marie, on a finalement concrètement initié et formalisé des objectifs. Vous pouvez passer la suivante. Formaliser des objectifs dans le cadre du grand débat sur la transition énergétique qui s'est déroulé en 2017-2018. Pendant cette période, on élaborait nos politiques publiques, le PLU métropolitain, le plan climat, le PLH, le plan de déplacement urbain, et ça a été l'occasion d'un grand débat citoyen
comme on a l'habitude de les conduire à Nantes pour faire contribuer l'ensemble des acteurs, des parties prenantes à l'élaboration de la stratégie pour mobiliser l'ensemble des acteurs dans une approche qu'on avait appelée transition énergétique, mais qui avait bien une dimension bien plus large, traitant globalement de la question de l'énergie et de l'écologie demain. Donc, vous le voyez dans les quelques chiffres que je ne vais pas commenter, mais une mobilisation très forte et un livrable qui a consisté dans une feuille de route qui a été approuvée par le Conseil métropolitain fin 2018 et qui a été le point de regroupement des engagements, certes de la métropole, mais aussi de l'ensemble des communes de la métropole qui s'étaient engagées et des différents acteurs. Dans cette feuille de route, vous pouvez passer, dans cette feuille de route, on a notamment trouvé et voulu mentionner et mettre en lumière un objectif qui nous paraissait extrêmement important, qui était effectivement de travailler sur un urbanisme décarboné. Alors, on avait mis d'ici 2020, c'est extrêmement ambitieux. On voit qu'on a enclenché des choses, mais que ça demandera à être poursuivi, déployé dans les années à venir. Mais l'objectif, c'était bien de dépasser la question de la performance énergétique des bâtiments pour travailler également à la question du bilan carbone des réalisations, que ce soit l'aménagement, mais aussi la construction, avec un objectif que nous nous sommes donné à cette occasion-là, d'encourager et de favoriser l'usage des matériaux biosourcés et notamment du bois dans l'ensemble des projets d'aménagement pilotés par la métropole. Un objectif qui s'est encore qui a été confirmé, amplifié, renforcé dans le cadre du mandat qui s'engage depuis maintenant quelques mois. Nous l'avons traduit en 2019, vous pouvez passer, par un objectif plus chiffré, puisqu'on était sur un objectif général dans la feuille de route, avec une cible de passer à un chiffre, on est resté dans une fourchette, mais entre 20 et 30% des bâtiments bois à horizon 2025-2030 sur le territoire métropolitain. L'ambition étant finalement de mobiliser dans l'atteinte de cet objectif, certes les opérations publiques d'aménagement, les réalisations de la collectivité, mais aussi l'ensemble des acteurs du territoire et donc la construction privée. Pour ce faire, on a développé un partenariat et conclu un partenariat avec un acteur qui est extrêmement important sur le territoire et que je tiens à remercier, qui est Atlan-Bois, l'interprofession du bois en Pays de la Loire, qui vient en appui de la métropole pour assurer de la pédagogie, de l'accompagnement, de l'expertise technique et méthodologique dans le développement du bois construction et la mobilisation des autres filières des matériaux biosourcés. Donc, pour atteindre cet objectif 20 à 30%, donc globalement, c'est à terme tripler l'usage du bois dans la construction notamment de logements par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Vous pouvez passer. On a identifié plusieurs leviers que je vais très succinctement vous présenter. Donc, le premier levier, j'ai déjà commencé à l'évoquer, c'est celui de faire de la pédagogie et de fédérer l'ensemble des acteurs à nos côtés. Donc, la convention avec Atlan-Bois, je l'ai évoqué, nous l'avons signée en juillet 2019 pour formaliser, officialiser ce partenariat. En parallèle, nous sommes en train de développer un partenariat. J'ai mis quelques partenaires de l'aménagement et de la construction à nos côtés, notamment les principaux aménageurs, les aménageurs de la métropole, nos sociétés publiques d'aménagement, l'ensemble des représentants des constructeurs, mais aussi, aux côtés d'Atlan-Bois, un certain nombre d'acteurs qui viennent nous accompagner dans le développement de l'innovation, de la performance dans la construction, donc NovaBuilt, mais aussi les représentants de la filière chanvre et de la filière paille. Donc, ce premier objectif, il est absolument déterminant, on le voit bien, puisque construire en bois, en matériaux biosourcés, pour arriver à déployer, amplifier cet objectif tout en maîtrisant les conditions techniques de production et les coûts de sortie, c'est absolument indispensable de vraiment s'approprier l'ensemble des prescriptions techniques et des conditions techniques de développement. Je n'ai pas évoqué les architectes, mais ça fait bien sûr également partie des acteurs mobilisés. Deuxième point, c'est la diapo suivante.
nous nous sommes donnés comme objectif, je l'ai dit, hein, de généraliser, vraiment de travailler à la massification de la construction bois. 20% de construction bois sur le territoire métropolitain en mobilisant les constructions publiques, les constructions privées, grâce à ce partenariat et à l'implication de l'ensemble des acteurs. On voit bien depuis quelques années combien les opérateurs immobiliers, les promoteurs, les bailleurs sociaux s'engagent dans des projets en construction bois et matériaux biosourcés, y compris dans des projets dans lesquels la collectivité n'est pas à la manette en termes de projets publics d'aménagement. Nous avons également souhaité inscrire l'objectif et l'incitation à la construction bois dans le PLU métropolitain qui a été approuvé dans une première dimension qui est plutôt incitative, mais qui, je pense, porte également ses fruits dans les messages qu'elle peut renvoyer aux acteurs de la construction sur le territoire de Nantes Métropole. Généraliser, pour nous, c'était également important de pouvoir le traduire dans les projets publics d'aménagement, où là, nous nous donnons un objectif plus ambitieux que l'objectif global à l'échelle du territoire, mais qui est à l'échelle de l'ensemble des projets publics d'aménagement, donc des zones d'aménagement concertées, d'allouer 30% des lots constructibles à la construction bois et biosourcés. Donc, dans nos nouvelles opérations publiques d'aménagement, mais aussi dans les opérations qui sont engagées sur le territoire et pour lesquelles les lots restants font également l'objet d'un ciblage et d'un fléchage. Donc, c'est un travail que nous faisons avec les aménageurs pour arriver à cibler, identifier les lots qui sont les plus compatibles avec la construction bois. L'objectif, ça n'est pas forcément l'expérimentation, la prouesse technique, c'est bien d'arriver à développer en nombre ces projets pour arriver à accompagner les industriels dans le développement de filières et à accompagner la maîtrise des coûts du bois construction et des matériaux biosourcés. Donc, premier point, effectivement, identifier ces lots, les flécher. Nous avons également travaillé avec Atlambois à la réalisation d'un cahier de prescription. Vous pouvez juste revenir en arrière, bon, peu importe, mais en tout cas d'un cahier de prescription qui effectivement est annexé à chacune des consultations d'opérateurs, donc promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, et qui indique finalement ce qu'est le cadre général de la construction bois, avec un objectif de viser le niveau 3 du label bâtiment biosourcé, sans que nous imposions la labellisation. Donc, ça permet de donner un certain nombre de guides et de cadres aux opérateurs. Vous pouvez passer cette fois-ci. Donc, nous sommes en train de faire ce travail. On a été un petit peu ralenti par le Covid, par le report des élections. Mais sur l'ensemble des actes de la collectivité, nous avons aujourd'hui 20 actes qui sont identifiés sur lesquels le travail de ciblage des lots a été fait, un certain nombre de projets qui sont déjà identifiés, sur lesquels des consultations sont en cours avec ces prescriptions, ce qui va nous permettre de voir arriver au stade d'études opérationnelles et de permis un certain nombre de projets qui rempliront ce cahier des charges, sachant qu'on voit bien également, je l'ai dit tout à l'heure, mais y compris sur des consultations dans lesquelles nous n'avions pas imposé en fait l'usage du bois, donc des consultations qui avaient été lancées un petit peu avant l'élaboration de ce cahier des charges. On voit bien combien les opérateurs eux-mêmes, notamment en milieu urbain dense, ont pu faire le choix de la construction bois, à la fois pour ses ambitions écologiques et ses performances écologiques, mais également pour ce qu'elle permet de générer comme chantier plus facile à maîtriser. En troisième point, donc cette fois-ci, j'évoquais la généralisation. Nous avons également souhaité accompagner ce travail de massification par un travail sur l'innovation et sur l'expérimentation. C'est dans l'ADN de la collectivité nantaise que d'accompagner l'innovation. On a un réseau d'acteurs extrêmement mobilisés en la matière et ça nous semblait finalement très complémentaire, en parallèle d'un objectif de généralisation et de développement, d'identifier quelques projets qui feront l'objet d'un accompagnement de la collectivité et qui, eux, puissent pousser les feux finalement un petit peu plus loin encore,
dans l'utilisation du bois. Donc, pour ce faire, on a une consultation qui est en cours. Elle a là aussi été interrompue par la crise sanitaire et nous sommes en train de la relancer en mobilisant les nouveaux élus, puisqu'il y a eu pas mal de renouvellement au moment des élections cette année. Donc, notre objectif, c'est d'identifier, en lien avec les communes et les aménageurs, une quinzaine de lots qui pourront accueillir des projets d'habitat ou des projets tertiaires, des projets mixtes bien sûr, des projets d'équipement public si les communes le souhaitent, sur des fonciers qui seront maîtrisés par la collectivité, ce qui va nous permettre notamment d'avoir une action sur le prix de cession pour favoriser la sortie des projets. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, cette AMI bois, matériaux biosourcés, nous l'avons structuré en 2 phases. Une première phase d'identification, de qualification des fonciers. Donc, ce travail pour une première vague de fonciers, il a été identifié avec les aménageurs et les communes. Et nous nous apprêtons sur les lots qui sont prêts à s'engager, à enclencher la deuxième phase de la démarche, qui visera la conception, la mise en œuvre des projets, avec un appel à candidature qui s'adressera à des groupements pluridisciplinaires qui regrouperont certes les constructeurs, les architectes, les bureaux d'études, on y est relativement habitué, mais aussi les entreprises fournisseurs de bois et de matériaux biosourcés pour que l'ensemble de l'écosystème de l'acte de construire puisse contribuer à la conception des projets. Ça nous semble une des conditions de réussite. Vous pouvez passer. L'objectif et ce qui caractérise cette AMI, alors sur l'objectif bois, on est là aussi sur le niveau 3 du label à minimum, mais ce qui fait la particularité aussi de cette AMI, c'est le souhait que nous avons eu, que les élus métropolitains ont exprimé, de pouvoir finalement coupler cet objectif de performance bois avec un autre objectif d'innovation. Nous laisserons les opérateurs libres de leurs propositions et de leurs choix. On a identifié un certain nombre de thématiques qui nous paraissaient intéressantes, à la fois l'énergie positive et la construction bois, mais aussi des sujets qui sont davantage liés à la qualité, à l'habitabilité des locaux et à leur performance et à leur durabilité. Je pense notamment aux questions de réversibilité, aux questions de santé, à des questions autour des circuits courts et de l'économie circulaire. Et enfin, du coup, sur ce volet d'expérimentation toujours, nous avons souhaité, au-delà de cette démarche finalement qui porte sur un certain nombre de terrains publics, nous donner aussi pour terrain d'expérimentation un projet d'aménagement spécifique qui s'inscrit dans la centralité nantaise au sud de l'île de Nantes, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, sur un territoire qui est à cheval entre la ville de Nantes et la commune de Rezé. C'est l'opération Pirmille-les-Îles qui vient se déployer en bord de Loire avec un objectif alloué à cette ZAC qui a été confiée à Nantes Métropole Aménagement, donc l'une de nos SPL d'aménagement, qui est d'expérimenter et de pousser au plus loin l'objectif d'économie circulaire en urbanisme. Dans le cadre de cette opération, nous sommes accompagnés par des concepteurs de grande qualité autour de Frédéric Bonnet du cabinet Aubras, avec une opération qui totalise un peu plus de 3000 logements. Donc une opération d'envergure sur laquelle nous avons souhaité travailler sur une approche globale écosystémique de la durabilité et de la résilience en urbanisme, en intégrant notamment un volet très important sur ce qu'on a appelé le déclenchement des filières de la transition, donc notre capacité à travailler sur la durabilité des matériaux, sur les circuits courts, sur la mobilisation des acteurs locaux et des filières économiques qui viennent concourir à la construction et à l'aménagement. Vous pouvez passer. Et donc, ça s'est traduit par une démarche de sourçage qui est conduite par notre aménageur et par la maîtrise d'œuvre.
avec un certain nombre d'ateliers de travail, notamment autour des filières de la construction en transition. Vous le voyez, c'est le premier atelier qui a été conduit. Ces ateliers sont en cours d'achèvement. Ils viennent réunir finalement les promoteurs, les bureaux d'études, les architectes, les représentants des filières, des interprofessions, mais aussi des entreprises, avec finalement pour objectif véritablement de bien identifier l'ensemble des acteurs mobilisés, de favoriser leur interconnaissance. Vous pouvez passer à la diapo suivante. D'accompagner le montage de partenariats entre ces opérateurs en leur permettant de se connaître finalement très en amont du lancement du projet, puisque là, nous sommes encore en cours de travail sur l'avant-projet d'aménagement. Aucune consultation n'a encore été lancée. Donc, notre objectif, c'est bien de préparer, on a mis plusieurs mois avec l'aménageur à préparer finalement cette mobilisation d'acteurs. Et au-delà de cette question finalement de la formalisation de la constitution de partenariat, cela va également permettre à Nantes Métropole Aménagement d'intégrer ces contributions dans les cahiers des charges de consultation, dans le dimensionnement des lots. En fait, nous allons lancer des consultations sur des volumes de construction bien plus importants que les lots qui sont mis à la consultation habituellement, tout en garantissant la diversité des constructeurs et des architectes, mais avec l'idée, bien sûr, que c'est l'effet de masse qui nous permettra de maîtriser notamment les coûts de production compte tenu de ce volume, et donc d'adapter les modalités de la consultation. Donc, si tout va bien et si la commune valide l'ensemble de ces principes, notre objectif, c'est de lancer les premières consultations au premier trimestre de l'année prochaine et d'utiliser l'expérience conduite sur la ZAC Pirmil des Îles pour pouvoir la généraliser et la déployer bien plus largement à l'échelle de l'ensemble des projets de la métropole, mobilisant l'ensemble de ses aménageurs et des acteurs de la construction. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc sur les outils, les axes de développement qui faisaient partie des demandes sur lesquelles vous souhaitiez que je puisse intervenir. Donc, bien évidemment, notre premier axe, vous l'aurez compris, c'est de mobiliser les fonciers publics et d'être très prescriptif sur le développement du bois, la part de bois, en vérifiant ses objectifs aux différentes phases des consultations, des sessions de foncier, de la réalisation. Le partenariat avec Atlambois, il est bien évidemment absolument déterminant dans l'accompagnement et dans la pédagogie, dans notre capacité à embarquer l'ensemble des acteurs du territoire et à assurer la formation et la sensibilisation, y compris auprès des services de Nantes Métropole, des communes et des élus. Parmi les axes et ces outils de mobilisation, la mise en réseau des acteurs, j'ai évoqué la manière dont on l'a préfiguré à l'échelle de Pirmil-les-Îles. Autre point important, c'est le travail sur les coûts. Nous sommes, comme d'autres territoires, sur un territoire sur lequel les coûts étaient restés maîtrisés, mais aujourd'hui s'envolent, à la fois les coûts de construction, les coûts de foncier et donc les coûts de sortie globalement de nos opérations. Ça nous semblait là aussi très important de pouvoir évaluer finalement la contribution de la prescription bois dans le coût d'une opération pour être en capacité de dialoguer avec les opérateurs, d'objectiver la réalité du coût de la construction, quand on a démarré la démarche, les constructeurs étaient plutôt favorables, mais pointaient des coûts qui dépassaient ceux de la construction traditionnelle. Donc, Atlambois est en train de travailler à un référentiel de coûts qui nous permettra d'objectiver les choses, auxquelles contribuent les aménageurs, les promoteurs, ce qui nous permettra de faire le suivi. Et je mentionnais, pour finir, deux axes qui sont des axes plutôt à développer pour l'avenir. Ce que je vous ai présenté comporte et porte sur la construction neuve. On voit bien qu'un des enjeux sera de pouvoir travailler sur la réhabilitation, à la fois dans nos quartiers
d'habitat social, de rénovation urbaine, mais également dans l'ensemble de la réhabilitation, des transformations dans le tissu bâti existant. Et ça, c'est véritablement un travail à engager pour l'avenir. Un autre axe de réflexion que nous n'avons pas encore développé, mais sur lequel nous nous pencherons, c'est de voir comment faire du PLU un outil qui soit un outil plus prescriptif encore de la construction bois, là où aujourd'hui il est essentiellement incitatif. Voilà, je crois que j'en ai fini en tenant à peu près le délai que vous m'aviez donné. Merci beaucoup, Stéphanie. On a un tout petit peu dépassé le timing. Il y a 2 questions qui portent sur les coûts, comme souvent. C'est des questions qui reviennent le plus souvent sur la construction bois. Est-ce qu'il y a un encadrement des prix de sortie? Et est-ce que vous comptez, mais vous l'avez un petit peu dit, sur la massification pour baisser les surcoûts éventuels de la construction bois? Oui, aux 2 questions. Donc, il y a effectivement dans nos opérations publiques d'aménagement, un encadrement des prix de sortie. Alors évidemment, pour le logement social et le logement abordable, là, les prix sont prédéfinis par la métropole, imposés aux opérateurs. Sur le libre, ça fait partie des objectifs qu'on se donne avec les aménageurs en amont du lancement des consultations. Soit le prix est fixé, soit en tout cas on s'assure qu'on reste sur des prix qui soient des prix maîtrisés, qui permettent l'accession dans de bonnes conditions à une majorité de la population. Et pour ça, on agit sur les montants de charges foncières et sur la contribution, quand c'est nécessaire, de la métropole au bilan d'aménagement. Et sur la deuxième question, on compte évidemment beaucoup sur la massification, le développement d'un certain nombre de procédés, leur industrialisation, pour au fur et à mesure arriver à une baisse des prix, puisque notre objectif, on poursuit des objectifs de production, notamment de logement social et abordable, qui sont très ambitieux. Notre objectif, c'est bien que la performance écologique élevée dans la construction, elle puisse profiter à tous, y compris aux ménages les plus modestes. Donc, on voit bien qu'à l'échelle de la métropole, on sera d'ailleurs sur une échelle minimum, hein. Je l'ai dit, on a commencé à l'échelle de Pirmille-les-Îles. Il faut qu'on déploie. L'enjeu, c'est bien de travailler également sur un partenariat, notamment avec la région, sur lequel il nous faut travailler pour être à des échelles qui permettront d'atteindre les effets de masse nécessaires. Ok. Merci beaucoup, Stéphanie Strasser. On est impatient de découvrir le travail d'Atlanbois sur les coûts. Du coup, ça fera avancer la filière aussi. Alors, on va changer de cadran. On va passer au Grand Est. Sur une autre métropole, donc l'Eurométropole de Strasbourg, on va voir pas mal de points communs dans les approches, mais aussi quelques différences. En tout cas, on l'a bien vu sur Nantes et ce sera la même chose sur Strasbourg, une combinaison d'outils stratégiques et opérationnels et d'innovation et de massification. Donc, Thalie, je te laisse la parole pour 15 minutes si tu tiens la montre. Je vais essayer en tout cas. Bonjour à tous. Oui, bah alors voilà, comment favoriser et prescrire la construction bois pour l'Eurométropole de Strasbourg. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, peut-être juste se rappeler que pour notre territoire, il y a des enjeux, complémentaires. Alors, je pense que ça rejoint parfaitement ce que vient d'expliquer Stéphanie pour Nantes. La construction bois, on vous apprend rien, participe à la lutte contre le changement climatique en stockant du carbone et donc répond à des objectifs du plan climat. Et concernant le Grand Est, on a un vrai enjeu de valoriser à la fois la ressource et le savoir-faire local. Et alors, quand on parle de la ressource, aujourd'hui, on a une problématique d'utiliser davantage le feuillu, mais déjà de construire en bois et avec du savoir-faire local et ensuite de pouvoir construire avec du feuillu. Et puis de mobiliser un savoir-faire local qui emploie quand même sur le Grand Est 55 000 personnes, donc c'est beaucoup. Il y a un enjeu aussi
hautement politique. Je parle de la voilà, avec la grande noblesse de la politique, voilà, d'avoir de la complémentarité entre des territoires qui construisent et d'autres qui peuvent fournir et la ressource et le savoir-faire, et de trouver une complémentarité entre des territoires urbains et ruraux. Et donc, on s'y attache. On a aussi remarqué que le bois participait à la valorisation de l'image de la ville et faisait supporter la densification. Voilà, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais il y a des endroits où voilà, on a eu des retours très clairs d'expérience où, dans certains endroits, il y aurait eu des recours. Le fait que ce soit construit en bois, ça a facilité l'implantation de certains programmes, de petits programmes, mais quand même, voilà. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, on est parti, nous, à Strasbourg, d'une expérimentation avant d'aller à la massification, puisque on a pu développer, dans le cadre de la démarche Écocité, un îlot bois biosourcé bas carbone de 450 logements, dont le premier programme est sorti de terre il y a déjà un peu plus de 2 ans, le programme Sensation, qui était porté par Bouygues Immobilier. Et il y en a 3 autres qui vont sortir de terre. 2 sont actuellement en construction. Et donc, ça nous a permis de tirer pas mal d'enseignements de ces démonstrateurs, d'où l'intérêt de faire des démonstrateurs de temps à autre, même si effectivement le fait de massifier la construction bois et de la rendre standardisée fait qu'on n'utilise pas forcément les mêmes outils sur un programme comme celui-là que comme sur des programmes plus simples à mettre en œuvre. En tout cas, on s'est fixé le fait d'établir une feuille de route qui devait répondre à la question qui est posée là: comment utiliser davantage la ressource bois dans les constructions et les rénovations de l'Eurométropole de Strasbourg, en accord avec les intérêts de l'ensemble des acteurs régionaux, c'est à la fois ceux de la filière forêt-bois et de l'acte de construire, donc les maîtres d'ouvrage, mais aussi les architectes, les bureaux d'études. Et c'est surtout de s'engager dans une politique volontariste de long terme, en montrant des signaux forts aussi bien à la filière forêt-bois pour qu'elle soit incitée à mieux s'organiser, et puis aussi à montrer des signaux forts aux maîtres d'ouvrage et aux architectes, aux bureaux d'études. Et puis bien évidemment, tout à l'heure je parlais de la complémentarité entre territoires ruraux et urbains, c'est également de pouvoir construire des partenariats solides avec les territoires ruraux, et notamment en ce qui concerne le parc naturel régional des Vosges du Nord, et avec Saint-Dié et la vallée de la Bruche. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, je parlais de s'engager dans une politique volontariste. Quelque chose qui nous est apparu assez clairement, c'est qu'il fallait donner des objectifs chiffrés et s'y tenir. Et c'est important justement de donner des objectifs chiffrés pour donner de la visibilité sur le carnet de commandes des entreprises de la construction bois. Et puis aussi inciter les maîtres d'ouvrage à s'organiser différemment. Donc, dans un premier temps, on s'est fixé comme objectif de construire 10 à 15% des objectifs du PLH en structure bois, ce qui revient à peu près aujourd'hui à 300 à 400 logements par an. Ce sont également des objectifs que on a fait inscrire comme engagement dans une démarche qu'on a co-construit avec les acteurs du territoire à travers une démarche qui s'appelle Penser, aménager et construire en transition écologique, qui a réuni pendant 4 mois un peu plus de 100 acteurs du territoire pour réfléchir à comment mettre en place les objectifs du plan climat, qui sont extrêmement ambitieux. Et donc on a eu cette réflexion de se dire, aussi bien sur des terrains publics que privés, les opérateurs immobiliers s'engagent à construire en structure bois à hauteur de 15%. Et un autre levier qui est extrêmement important, alors nous n'avons plus la chance comme à Nantes d'avoir autant de ZAC. Par contre, notre nouveau programme de rénovation urbaine est sans doute le plus gros projet urbain aujourd'hui de l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, c'était aussi de pouvoir indiquer des objectifs chiffrés dans la convention qui porte ce programme, qu'on a porté donc à 25%, ce qui revient environ à 400 à 500 logements en structure bois dans ces quartiers. Vous pouvez passer à la diapo suivante.
Donc, je parlais tout à l'heure de co-construire une feuille de route. Alors, c'est un partenariat très intéressant. Stéphanie, tu faisais le parallèle avec Atlan-Bois. Et ben nous, c'est Fibois Grand Est, voilà, notre grand partenaire, sans qui on n'aurait jamais pu construire tout ça. Et on s'est aussi appuyé sur le parc naturel régional des Vosges du Nord. Les deux acteurs ayant évidemment une connaissance que nous n'avons pas, ni des filières, ni de la construction bois. Et donc, on a établi avec tous les trois en fait une méthodologie pour aller concerter les acteurs et identifier des leviers qu'on pourrait mettre en place. Et donc, on a concerté aussi bien en amont qu'en aval les forestiers, les scieurs, les constructeurs, les menuisiers, les architectes, les bureaux d'études. Voilà, c'était un moment extrêmement riche pour nous tous, je pense. Voilà, pour se pousser un peu dans les retranchements. Et on en a tiré des leviers intéressants qu'aujourd'hui, on peut explorer. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble des leviers. Là, j'ai mis une diapositive uniquement sur les leviers de la partie aval, celle sur laquelle, moi, en tant que collectivité, je peux agir. On a aussi identifié des leviers sur la partie amont, qui concerne davantage la filière forêt-bois et que du coup, mes collègues de Fibois Grand Est peuvent de leur côté activer. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, premier outil qu'on a bien identifié, c'était le fait de sensibiliser les acteurs à la construction bois, aussi bien les élus, les maîtres d'ouvrage, ceux qui habituellement du coup sont responsables de l'acte de construire, aussi bien en faisant des réunions sur des sujets thématiques, en partant de projets déjà réalisés, et puis en invitant un expert sur un sujet donné, l'acoustique, le bois en extérieur, le confort thermique, et puis de pouvoir tirer les ficelles de ces sujets-là, essayer d'approfondir ces sujets-là. Et puis, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire des retours d'expérience de l'île au bois, aussi bien sur les méthodologies qui ont été mises en place que les techniques qui ont été mises en place. Actuellement, on est en phase de chantier, donc il y a aussi des retours à faire sur ces aspects-là. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Autre outil, c'est ceux de communiquer. On a organisé des visites de bâtiments existants et puis des visites d'entreprises de la construction bois. Et aussi, avec Fibois, on a réalisé une plaquette de communication qui parle des atouts de la construction bois et qui met aussi en valeur des constructions qui se sont réalisées sur le territoire de l'Eurométropole, pas forcément d'ailleurs initiées par la collectivité, qui présentent des tailles différentes et des complexités différentes et qui montrent les avantages à mettre en œuvre la construction bois. Je peux partager bien évidemment cet outil avec vous si vous le souhaitez. C'est un peu une espèce de guide pour nous avec lequel on va voir les promoteurs immobiliers comme les élus aujourd'hui. Voilà. Diapositive suivante, merci beaucoup. Stéphanie en parlait tout à l'heure, hein, évidemment, le premier levier d'une collectivité, c'est les projets qu'elle maîtrise sur les terrains qu'elle maîtrise. Donc, a fortiori, chez nous, c'est les zones d'aménagement concerté et puis les projets de rénovation urbaine. Et donc, dans ces projets-là, c'est d'identifier quels sont les terrains les plus adaptés pour construire en bois. Aujourd'hui, moi, si je devais refaire l'île au bois que j'avais portée en tant que collectivité dans un permis d'aménager, je trouve que la taille des lots était trop grande, ce qui excluait de fait des entreprises de plus petite taille, sauf à ce qu'on ait organisé auparavant la possibilité de les faire mieux se rencontrer et s'associer, ce qui n'avait pas été le cas à l'époque. Et donc, il faut être extrêmement attentif en tant que collectivité et aménageur quand on lance des consultations sur la taille des lots pour massifier, je pense. Enfin, voilà. Également sur la question des hauteurs, surtout si on veut massifier. Voilà, si on continue à imaginer qu'on va continuer à massifier en lançant des consultations uniquement sur du R+6, moi je pense qu'on se trompe. Je pense qu'il faut pouvoir initier des projets en construction bois sur des hauteurs plus faibles pour montrer qu'on peut standardiser la construction bois, montrer qu'on peut la sortir avec des coûts corrects, et aussi permettre à des promoteurs immobiliers qui n'ont jamais construit en bois, entre guillemets, de se faire la main aussi sur des plus petits projets sur lesquels ils prennent moins de risques. Moi, je crois beaucoup en ça. Il faut se projeter dans la bonne taille de projet par rapport à ce qu'on sait faire et à ce qu'on ne sait pas faire.
Quand on est un aménageur, on ne sait pas forcément non plus comment ça se passe un projet de construction bois, et aussi il est important de pouvoir s'associer avec un assistant à maîtrise d'ouvrage qui vous aide à prescrire, à analyser les dossiers de candidature, les offres techniques qui arrivent, et puis à pouvoir accompagner les équipes tout au long du projet pour garantir les objectifs de départ qu'on s'est fixés quant à la mise en œuvre du bois. Et donc, il faut adapter ces cahiers des charges en fonction. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, du coup, si vous voulez bien. On a eu un gros travail de réflexion sur comment construire des cahiers des charges adaptés en fonction du niveau d'ambition qu'on porte dans un projet bois, sa taille, sa hauteur. Et alors, aujourd'hui, nous, pour l'instant, on ne prescrit pas de label. Mais par contre, on le juge dans une grille environnementale, vous le verrez par la suite. Peut-être je m'inspirerai par la suite d'autres expériences d'autres collectivités, puisque apparemment, à d'autres endroits, je vois bien qu'on fixe des labels. Nous, on l'a testé pour le moment, mais finalement, sans forcément fixer de label, on arrive quand même à avoir du bois dans la structure, et aussi avoir en partie du bois local, en laissant la possibilité aux opérateurs immobiliers de nous dire, quand ils répondent, par quels moyens ils souhaitent proposer du bois local. Et c'est souvent d'ailleurs en s'associant à des scieurs, parce que finalement c'est eux qui maîtrisent le mieux la provenance du bois. Et ensuite, on adapte aussi les modalités de consultation. Et alors ça, c'est aussi venu des discussions qu'on a eues avec les entreprises de construction bois du territoire, qui ne souhaitaient pas forcément être présents dès l'amont des opérations. Et ça dépend aussi du niveau de complexité du projet. Pour eux, ça peut être extrêmement gênant d'être là en amont, parce qu'ils n'agissent pas comme une entreprise générale, et donc ils ont du mal à chiffrer aussi les autres lots. Voilà, donc si jamais on met l'entreprise bois dès le démarrage, peut-être il faut aussi avoir à cœur de pouvoir l'associer avec des entreprises qui savent chiffrer les autres corps d'État. Et donc c'est un vrai sujet. On s'interroge au niveau de rendu en fonction du niveau de complexité qu'on a d'un projet, pour pouvoir analyser correctement à la fois l'équipe qui répond autour de l'opérateur immobilier, mais également l'offre technique qui va être proposée. Dans certains cas, on va demander à ce qu'il y ait des rendus intermédiaires, et à ce moment-là, l'AMO qui est associée à l'aménageur va pouvoir challenger les équipes, et quand on va choisir l'offre technique finale, et donc le projet final, on sera finalement assez proche d'un niveau permis de construire. Donc finalement, ça fait aussi gagner du temps sur la suite. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Alors, je suis désolée pour cette diapo-là, parce que je ne vais pas vous présenter dans le détail cette grille environnementale qu'on a déjà expérimentée à plusieurs reprises dans nos écoquartiers, puis aussi sur des consultations qui ont été lancées dans des projets de rénovation urbaine. Mais c'est un outil qui est extrêmement pratique. Et donc, on va chercher à généraliser sur tous les projets de l'Eurométropole, au moins ceux qu'on maîtrise. L'intérêt, finalement, c'est sur un ensemble de thématiques qui permettent d'avoir un projet avec une bonne ambition environnementale, de traiter des thématiques de performance environnementale, d'approvisionnement énergétique, de matériaux biosourcés, de gouvernance, de locaux partagés, de végétalisation, enfin d'un certain nombre de sujets. Nous, en fait, on fixe des points maximum à atteindre dans chacune de ces catégories, avec des items intermédiaires, et les opérateurs immobiliers qui répondent à ces consultations se notent eux-mêmes et justifient pourquoi ils se notent de cette manière. Et nous, en fait, on contre-analyse ces notes les justificatifs qu'ils apportent en fonction des offres qu'ils nous ont remises.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces grilles environnementales, elles sont associées, on les annexe aux promesses de vente et donc il y a des pénalités de retard si jamais, elles ne sont pas respectées et ça reste du coup un outil de négociation, extrêmement intéressant, pendant toute la durée du projet. On peut passer à la diapo suivante. J'ai fait juste un petit extrait sur, la partie qui porte sur, la construction bois et donc, en fait, tous ces items-là ont été challengés avec des entreprises de la construction bois de notre territoire et donc on a décidé ensemble, de ce qu'on allait y mettre et des notes qu'on allait aussi y attribuer. Ce qui fait que quand ces opérateurs-là enfin les entreprises répondent avec des opérateurs, ils ne sont pas surpris puisqu'ils connaissent parfaitement la grille sur le sujet, donc ils y adhèrent. Et donc on peut voir que par exemple, voilà, la circulation verticale en biosourcé, ce n'est que 5 points parce que réellement, c'est pas là que se joue l'affaire, c'est plutôt vraiment d'avoir du bois dans la structure. Mais on peut voir aussi que voilà, selon que vous la mettez en façade ou en isolation, ça peut aussi rapporter des points. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, un des autres outils très importants qui nous a paru de développer, c'est que le maître d'ouvrage puisse s'accompagner correctement des bonnes compétences. Jusqu'à maintenant, s'il ne construit pas en construction bois, il ne connaît pas du tout les acteurs qui peuvent l'accompagner sur un projet de construction bois, ni les archis, tous ne savent pas construire en bois, des bureaux d'études aussi spécifiques et en particulier aussi des entreprises de la construction bois. Donc, on avait décidé dans la feuille de route de construction bois d'organiser des rencontres business to business pour que les maîtres d'ouvrage rencontrent ces acteurs. Et donc, on a commencé à organiser ces rencontres pour début 2021 avec la FFB, la Réal et la FPI, en prenant appui, bien sûr, sur Fibois qui va organiser l'événement avec le pôle de compétitivité Fibre Énergie Vie. Et donc, on va organiser 2 journées, une sur le résidentiel et une sur le tertiaire. Donc, qui dit tertiaire dit équipement public aussi, bureaux et locaux d'activité. Et puis, il y a un autre outil qui nous paraissait très, très important, c'est le fait que les maîtres d'ouvrage qui n'ont jamais construit en bois puissent aussi être accompagnés d'assistants à maîtrise d'ouvrage. Et donc, je me suis rapprochée avec Fibois de la région Grand Est et on a constitué un groupe de travail avec Envirobat, avec le parc naturel des Vosges du Nord. Donc, Envirobat, c'est le centre de ressources du bâtiment durable. Il y en a aussi ailleurs en région, ailleurs en France. Et donc, on a co-rédigé un CCTP type des missions qui nous paraissaient importantes de tenir par un assistant à maîtrise d'ouvrage et des compétences attendues. Puis, nous avons organisé, enfin c'est la région qui l'a organisé, un référencement de compétences. Et donc, on a eu une quinzaine de candidatures très intéressantes. Ça peut être aussi bien des bureaux d'études que des architectes, que des groupements de bureaux d'études et d'architectes, d'économistes, mais aussi des maîtrises d'ouvrage, des maîtres d'ouvrage qui savent construire en bois et qui proposent leurs services à d'autres maîtres d'ouvrage. Donc, c'est très intéressant. Et donc, on va mettre à jour ce référentiel tous les 6 mois. Et en tout cas, donc là, maintenant, on peut venir vers les opérateurs en leur disant, voilà, on a fait ce pré-travail pour vous de repérer qui sur le territoire peut vous accompagner pour faire correctement des projets en construction bois. Donc, vous n'avez, entre guillemets, plus d'excuses. Vous pouvez y aller. Et de toute façon, on est là, évidemment, pour vous accompagner. Voilà, j'en ai presque fini. Dans les axes de développement, on a identifié le quartier citadelle de la ZAC des Deux-Rives avec environ 700 logements à construire en structure bois, R+2 et R+6, donc dans des niveaux qui nous paraissent adaptés pour standardiser la construction bois. Bien sûr, continue à tirer des enseignements d'autres démonstrateurs comme celui qu'on voit sur la droite, qui est un démonstrateur en R+6 qui est développé par Lazare, je crois que j'ai fait une faute d'orthographe dans le nom, qui est porté par ce promoteur qui construit là un programme de bureaux sur 5000 m² de surface de plancher. Et puis, nous allons également aussi lancer un appel à projets sur des fonciers maîtrisés par les communes pour construire en bois et en matériaux biosourcés.
On cherche également à adapter notre PLUI. Stéphanie, on pourra se remettre en contact là-dessus, voilà, pour ne pas chacune réinventer la poudre. Et voir comment est-ce qu'effectivement on passe du prescriptif de l'incitatif à quelque chose de plus prescriptif. Et en dehors de la rénovation bois que tu citais toi aussi tout à l'heure, il nous semble que la surélévation bois est un sujet important, surtout à l'heure de la zéro artificialisation nette des terrains. Et on espère qu'on va pouvoir aussi développer ce sujet-là. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Merci beaucoup, Thalie. On est assez en retard. Donc, il y avait juste une question pour savoir si vous aviez évalué la capacité de la ressource en feuillus locale. Si tu peux donner une réponse rapidement. Alors non, je peux pas donner cette réponse-là. Il y a Thibaut Surigny là, qui est dans les invités, qui est mon super collègue de Fibois Grand Est. Je ne sais pas si lui-même peut répondre à cette question. Aujourd'hui, on n'en est pas à se dire qu'on va généraliser le feuillu. Mais c'est un objectif final, en fait. C'est un objectif final vers lequel on va tendre. Et par exemple, le parc naturel des Vosges du Nord a réfléchi à comment justement utiliser sa ressource en adaptant des systèmes constructifs pour pouvoir utiliser la ressource en feuillu. On n'en est pas du tout à massifier aujourd'hui la construction en feuillu, donc on n'a pas non plus identifié du coup quelle quantité il faudrait pour pouvoir le faire. Oui, alors je suis désolée, il y a une autre question sur le bois scolité, mais on n'a pas le temps de la prendre puisque Stéphane Defaille doit nous quitter à 15h45, donc je vais lui donner tout de suite la parole. Donc pour un retour d'expérience d'un aménageur, donc à une échelle plus opérationnelle avec des objectifs et des résultats très progressifs et très ambitieux qui ont été mis en œuvre sur Bordeaux et adossé à une filière locale là aussi. Donc Stéphane, je te donne la parole. Je remercie Monsieur Ramel d'avoir bien voulu intervertir sa présentation. Alors, merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais prendre la parole effectivement en tant que directeur général de Grand Paris Aménagement, mais cela dit, je ne vais pas beaucoup parler de Grand Paris Aménagement. Je pense que Vincent Margot, qui suit aussi cette conférence en tant qu'invité, serait en fait plus compétent que moi, puisque j'ai pris mes fonctions il y a seulement 2 jours. Je vais plutôt vous parler de l'expérience que nous avons menée à Bordeaux Euratlantique. Et d'ores et déjà, si après cette conférence, vous voulez aller plus loin, je vous invite à prendre contact avec Pauline Pradel, qui est chargée de mission notamment sur ces questions à Bordeaux Euratlantique et qui suit aussi cette conférence. Alors, peut-être pour parler effectivement de notre stratégie, je voudrais d'abord dire que j'ai été frappé dans la présentation qui vient d'être faite par beaucoup de points communs avec ce qui a été fait sur Strasbourg. Même si ce sont des approches qui ne se rejoignent pas totalement sur tout et qui ont été plus parallèles que coordonnées, je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit, dans les différentes facettes, à la fois d'une forme de progressivité, d'expérimentation, de capacité à emmener des acteurs de toute taille de découverte et de mise en œuvre de nouveaux modes de construire en réalité sur lesquels je pense qu'on apprend encore tous et toutes. Alors, peut-être pour décrire rapidement notre démarche, il faut avoir en tête que la démarche de Bordeaux Euratlantique sur cette question a démarré il y a déjà pas mal de temps, puisque c'était en 2011. Et à cette époque avait été lancé un premier projet démonstrateur d'immeubles de bureaux en R+7, où l'enjeu numéro 1 n'était pas tellement la hauteur de l'immeuble, même si en 2017 c'était le plus haut immeuble en France en construction bois, dépassé depuis et c'est tant mieux, mais c'était surtout de construire en bois local, transformé localement. Alors, je n'irai pas trop loin dans la définition de qu'est-ce que veut dire. Pour nous, grosso modo, tant que c'était français et transformé en France, ça nous allait très bien. Mais bien évidemment, c'est un peu comme pour Strasbourg, ça vient aussi d'un diagnostic qui est que la Nouvelle-Aquitaine est une des régions forestières les plus importantes d'Europe. Et donc, notre objectif derrière n'était pas tellement un objectif écologique, environnemental, mais vraiment un objectif de solidarité territoriale
et de création d'emplois dans des territoires ruraux et forestiers. Donc, cette première expérience nous a fait apprendre beaucoup de choses et nous a permis surtout de lancer en 2015 un deuxième étage de la fusée avec 2 actions simultanées. La première qui a été de lancer un concours pour une tour en bois. À l'époque, c'était la plus haute du monde, là aussi dépassée depuis. Tour en bois qui visait en fait un objectif pour nous, et je l'assume vraiment en tant que tel, c'était d'abord un objectif de communication et de banalisation. La fable des 3 petits cochons, vous le savez tous, fait beaucoup de mal à la filière. Et pour nous, il s'agissait, en passant le cap de, alors même si ce n'est pas de la grande hauteur, mais 17 étages, c'est quand même pas mal, de montrer au travers de ce projet, en fait, que tous les autres projets étaient fiables, solides, atteignables. Un peu comme ça a été dit d'ailleurs, l'objectif, je pense, n'est pas de produire des immeubles toujours plus hauts en construction bois ou de viser des très gros gabarits. Le cœur de cible, c'est plutôt le R+4, le R+5, mais de démontrer que beaucoup plus haut est possible est aussi une manière de rassurer tout un tas d'acteurs pour qui bois veut dire fragilité, alors même que l'on sait bien que, sous réserve bien sûr de faire correctement les choses, ce n'est pas du tout le cas. En 2018, nous avons passé un autre cap qui pour nous était très important, c'était passer le cap d'un quartier intégralement en construction bois. Quartier 180 000 m², donc au cœur d'une de nos ZAC. Et nous avons été surpris lors de la consultation désignant les maîtres d'ouvrage des opérations qui sont réalisées dans ce quartier. Nous avons été extrêmement surpris du nombre d'acteurs qui répondaient. Nous avons eu plus de 57 candidatures de maîtres d'ouvrage et à chaque fois avec des approches qui étaient crédibles. D'ailleurs, avec des maîtres d'ouvrage de toute taille, à la fois des majors, mais aussi des promoteurs ou des opérateurs de taille petite et moyenne. Alors, je le disais tout à l'heure, pour nous, l'enjeu numéro 1 que nous avons poursuivi était d'abord un enjeu économique. Et pour cela, notre politique visait à définir, à donner une visibilité aux acteurs industriels afin qu'ils puissent prendre les décisions d'investissement nécessaires. C'est très important parce que, encore aujourd'hui, et nous sommes encore dans cette réalité-là, la filière bois-construction a besoin de continuer à se structurer, a besoin de continuer à se structurer tout simplement pour être capable de massifier, pour être capable de fournir dans des conditions économiques totalement compétitives avec les autres filières. Même s'il y a des progrès qui sont spectaculaires ces dernières années, ma conviction profonde, c'est qu'il y a encore des marches à franchir, même si je pense que le chemin et la direction est bonne aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que très tôt, et c'était l'autre objectif de 2015, nous avons donné une visibilité à la filière en prenant un engagement qui était 25 000 m² de surface de plancher en construction bois chaque année pendant 10 ans. Nous avons tenu cet objectif dès la première année, c'est aussi un point important. Et aujourd'hui, nous avons abandonné cet objectif au profit d'un autre qui est encore plus simple, puisque sur les 2 millions de mètres carrés de construction qui restent à réaliser sur Bordeaux-Atlantique, l'engagement que nous avons pris, c'est que 100% des immeubles soient en structure bois majoritaire. Je reviendrai un tout petit peu après sur cette notion de majoritaire. Un point que je voudrais souligner qui est important dans notre démarche, et je pense que nous n'aurions pas réussi à arriver là où nous en sommes aujourd'hui sans ça, c'est que nous avons fait un choix assez radical, qui est le choix de faire pour apprendre, plutôt que celui d'étudier, de préparer le terrain pour apprendre. Il y a une petite subtilité là-dedans parce que effectivement,
on est sur une démarche de transformation des modes de faire. Et je vais l'illustrer dans quelques instants par quelques enjeux qui sont pour certains résolus, pour d'autres pas encore totalement. En réalité, la construction bois, vue de l'aménageur, amène à restructurer la chaîne de valeur de la production de l'immobilier. Si je ne devais prendre qu'un exemple, la conviction profonde à laquelle nous sommes arrivés, et d'ailleurs c'est une de nos prescriptions obligatoires aujourd'hui, c'est que concevoir un immeuble en bois sans y associer les charpentiers qui vont ensuite mettre en œuvre le projet, c'est techniquement possible, c'est économiquement suicidaire, et de façon plus générale, ça ne permet pas d'aller tirer le meilleur des savoir-faire de chacun. Dit autrement, la construction bois amène à revoir la séparation traditionnelle entre le promoteur, l'architecte, le constructeur. Et ça, c'est vraiment un des enseignements majeurs que nous avons appris. Et d'ailleurs, nous avons découvert à cette occasion que, y compris quand des grandes entreprises croyaient maîtriser le système et la conception, ils se retrouvaient avec des déconvenues spectaculaires au moment des phases de consultation, parce que sans faire exprès, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient utilisé des procédés constructifs, soit qui n'étaient maîtrisés que par une seule entreprise, soit, c'est encore pire, qu'ils en utilisaient plusieurs qui n'étaient maîtrisés en fait que par des entreprises différentes. Et j'ai en tête des exemples très concrets lorsque j'évoque ça. Donc, nous sommes vraiment derrière la question de la construction bois sur une transformation assez radicale du mode de faire et de l'acte de construire. Petite parenthèse, au-delà de la construction bois, c'est en fait tout l'enjeu de la construction hors site que je suis aussi en train de décrire exactement de la même manière. Et c'est une conviction profonde que j'ai aujourd'hui, le fait que, de façon générale, et au-delà de la question de la ressource bois, nous avons en France le besoin de passer à une construction massive hors site, qui est à peu près la seule manière de concilier l'injonction contradictoire d'une maîtrise des prix et d'une augmentation de la qualité de ce qui est produit. Je ferme cette parenthèse pour revenir vraiment sur la question de la construction bois. Donc aujourd'hui, je vous disais, 100% des nouveaux projets lancés depuis 2019 sont en construction bois. Donc ça, c'est acquis. Et en 2019, 27% déjà des permis de construire déposés, alors je raisonne en surface, étaient en construction bois. Donc nous sommes vraiment dans la dynamique de tenir ça. Mais peut-être pour nous, le succès qui nous a fait le plus plaisir, ce ne sont pas ces chiffres, c'est le fait qu'un certain nombre d'acteurs de l'immobilier aient décidé, non pas sur nos opérations, mais spontanément sur des opérations sur lesquelles ils maîtrisaient des fonciers, d'expérimenter d'eux-mêmes la construction bois, parce qu'ils savaient bien que s'ils voulaient travailler sur Art Atlantique, il faudrait passer par ça, et qu'ils préféraient se faire la main sur des opérations où ils n'étaient pas sous le regard scrutateur et inquisiteur d'un aménageur comme nous, et donc acquérir une expérience par eux-mêmes. Et ça, c'est très important parce que nous, notre mission, elle n'est pas d'accumuler les records ou les pourcentages ou les chiffres, c'est de faire tache d'huile, et que d'autres acteurs se saisissent de la ressource bois et du bois construction comme étant une vraie ressource, et non pas comme étant uniquement sous la pression de la puissance publique ou de l'aménageur, même si on voit bien que dans cette phase-là, cette pression est indispensable, et je pense que les différentes expérimentations et les méthodologies qui sont développées à Nantes, à Strasbourg ou sur d'autres territoires vont dans ce sens-là. Alors, peut-être quelques enseignements que je voudrais vous partager par rapport à notre expérience. Et quand je dis enseignements, il faut vraiment les prendre avec beaucoup d'humilité parce que je pense que tous, nous sommes encore en train de construire. Et d'ailleurs, tout le travail d'Adif Bois
auquel nous participons et l'objet même de cette conférence est précieux dans cette logique vraiment d'acquisition de savoir-faire. La première, quand on dit en bois, nous, dès l'origine, nous avons imposé un principe qui était de dire on parle de construction bois lorsque 66% de la structure est en bois. Alors, tous ceux qui connaissent sérieusement le sujet se disent si je m'arrête là, en fait, c'est idiot. Et en fait, ou plus précisément, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a une dizaine de manières différentes de calculer le pourcentage de bois qu'il y a dans la structure. Est-ce que c'est le volume de bois par rapport à volume d'autres matériaux? Mais dans ce cas-là, on est dans une politique qui favoriserait un certain mode constructif vis-à-vis d'autres et de maximiser le volume de bois, ce qui n'est pas nécessairement d'un point de vue environnemental ce qu'il y a de plus sage. Nous avons fait le choix, dès le départ, de commencer par maintenir cette ambiguïté. Et nous n'avons en fait levé cette ambiguïté que très récemment. Pourquoi? Parce que c'était important pour nous de tâtonner et d'accepter que les acteurs qui travaillaient avec nous tâtonnent de leur côté aussi. Et ce n'est que très récemment que nous avons stabilisé notre manière de comptabiliser ce 66%, après avoir pu intégrer les différentes expériences. Aujourd'hui, nous travaillons avec un outil qui a été développé en partenariat avec le FCBA, qui s'appelle le Score Bois, et que Bordeaux-Atlantique peut tout à fait partager avec tout un chacun, qui nous a permis d'abord de neutraliser des effets de bord qui pouvaient avoir tendance à favoriser tel ou tel mode constructif plutôt que tel ou tel autre. Est-ce qu'il faut à tout prix construire en CLT? Oui, ça peut être un mode constructif très pertinent en fonction de certains sujets, mais parfois un très simple poteau-poutre qui donne beaucoup de réversibilité et de résilience vaut nettement mieux que de rajouter du bois juste pour faire tourner un compteur. Ça nous a permis aussi de constater que l'usage du bois dans certaines parties des immeubles était encore pour l'instant quelque chose de compliqué. Par exemple, dans les locaux d'activité productive, on se heurte à des problèmes assurantiels qui, j'en suis certain, vont être levés d'ici quelques années, mais pour l'instant, en tout cas quand on est dans des immeubles mixtes intégrant à la fois du logement et des activités productives, il nous a paru plus sage d'accepter que ces surfaces soient hors comptabilité. Donc, je prends un exemple concret, mais il s'agit en fait d'entrer un peu dans la finesse et surtout de ne pas avoir un effet trop dimensionnant sur des choix constructifs ou sur des choix programmatiques qui pourraient aller à l'encontre de nos objectifs de mixité dans la production même de la ville. Deuxième retour d'expérience important, la question du travail avec le SDIS. Parce que bien évidemment, la question du développement du bois de construction amène les pompiers à s'interroger. Amène les pompiers à s'interroger dans un contexte où il n'y a plus de commission centrale chargée de la coordination des positions des différents SDIS. Et c'est d'ailleurs pour moi un risque majeur de la période actuelle, où on peut voir chaque SDIS finalement définir sa propre stratégie en matière de prise en compte du bois construction dans son analyse au moment des autorisations de construire. Il y a eu un travail avec le SDIS 33 qui est important, qui a abouti très récemment, jeudi dernier pour être très précis, donc vous voyez c'est tout frais, qui heureusement a pu s'appuyer sur un travail collaboratif fin avec Adif Bois, notamment dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, puisque le SDIS 33 avait été associé. Mais bien évidemment, il y a tout un travail. Alors, je sais qu'Adif Bois a des ateliers spécifiques sur ce sujet, mais au-delà, la filière va devoir continuer, notamment à me déguiser et à convaincre. Peut-être ce que je retiens au niveau des aménageurs, parce que la question de la sécurité incendie ne se passe pas qu'au niveau des constructeurs, c'est la question de comment est-ce qu'on intègre le risque incendie dans un quartier en bois. En termes d'interdistance entre les immeubles,
en termes de dimensionnement des voies pompiers, en termes de dimensionnement des réseaux incendies, tout simplement parce que les masses calorifiques en jeu ne sont pas du tout les mêmes que sur des immeubles en béton. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le rôle de l'aménageur dans la production d'un quartier en bois. Et un quartier en bois, ce n'est pas que la somme de différents projets qui sont en construction bois. Aujourd'hui, on peut aussi vous les partager. Nous avons arrêté avec le SDIS 33 des mesures à l'échelle de l'aménageur qui les rassurent sur cette question. Je dis bien les rassurent. Est-ce qu'on ne peut pas faire moins en termes de prescription? Ma conviction, c'est oui. Toujours est-il qu'on est encore dans cette phase où il s'agit de convaincre et de rassurer avant de faire différemment. Voilà donc pour ces quelques retours d'expérience. Je vais m'arrêter là, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est bien sûr un sujet absolument passionnant et qui plus est qui me tient à cœur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Grand Paris Aménagement a signé récemment avec bien d'autres acteurs, avec la FIBOA, des engagements en matière de développement de la filière, et vous pouvez compter sur moi pour continuer à être un ambassadeur convaincu et passionné de cette magnifique filière bois construction française qui nous est si précieuse à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci infiniment Stéphane pour ce retour d'expérience extrêmement précieux qui va sans doute faire beaucoup avancer la filière. Je sais qu'il y a des échanges entre le SDIS et l'atelier incendie d'Adif Bois, donc cette échelle aménagement, effectivement, je pense que c'est sans doute la prochaine étape. Et puis l'outil Score Bois, Pauline Pradel nous l'avait présenté en commission maîtrise d'ouvrage il y a quelques semaines, donc on l'a partagé avec les membres de la commission dans une première étape. Donc merci beaucoup. Allez-y, monsieur Lamoureux, parce que Jean-Luc Ramel s'est déconnecté. Je vous en prie. Donc, on avait quelques slides sur la région Occitanie pour introduire votre propos, puisque donc, vous êtes chargé du projet NoWatt, qui est un des projets développés par la région pour pousser la construction bois. La région Occitanie, c'est la deuxième région forestière de France. Ça représente beaucoup d'emplois dans la filière. Donc, elle a mis en place un plan bois assez complet qui est décrit qui sera décrit dans le Vadémécum, donc dont tout le monde pourra prendre connaissance, avec notamment des outils techniques et de financement, et puis un contrat de filière. Et donc l'outil, l'appel à projet NoWatt, est un des outils qui a été mis en place par la région, que vous allez nous développer. Et puis juste un petit clin d'œil pour la région Occitanie. C'est une région importante, puisque Woodart à Toulouse, c'est le premier démonstrateur qui est en train de sortir de terre, le premier immeuble bois de grande hauteur en Occitanie. Donc, on est aussi très content de vous accueillir par rapport à ce projet-là. Donc, je vous laisse la parole. Très bien, je vais faire une présentation en 3 temps. Je vais vous présenter dans une première partie les enjeux, la stratégie de la région, au regard plus largement de son scénario région à énergie positive. Je l'illustrerai donc par ce que vous aviez évoqué comme outil qu'on a mis en place au niveau de la direction de l'environnement où je travaille, avec une illustration sur le projet à Toulouse dans le quartier de la Cartoucherie ou d'Art. Et enfin, je ferai une présentation où je proposerai des pistes de réflexion sur l'évolution qu'on est en train de réaliser sur ce dispositif par rapport à 2021. Oui, c'est Stéphane Defay. Fallait le temps que ça arrive. C'est bon, je continue. Allez-y, j'entends une voix, en fait. D'accord, très bien. C'est bon. Du coup, la région à énergie positive, c'est une ambition politique qui a été lancée par notre présidente Carole Delga. Des trajectoires, alors je vais vous donner les grandes lignes de ces trajectoires pour un objectif d'ici à 2050 d'être la première région à énergie positive d'Europe. Donc, divisé par 2 la consommation d'énergie par habitant, premier objectif d'ici 2050, multiplié par 3 la production d'énergie renouvelable. Ça, c'est ce qui concerne la production et la consommation d'énergie.
Ça veut dire quoi au niveau des grandes lignes? Ça veut dire que pour le bâtiment, eh ben, on est sur moins 26% de consommation à réaliser. Sur les transports, moins 61%. Sur l'agriculture et l'industrie, respectivement, moins 36% et moins 24%. Donc, vous voyez, on n'est pas sur la ligne du crayon, on est sur des ambitions fortes en termes de réduction d'énergie renouvelable. Nous avons différents dispositifs. On a des dispositifs qui concernent notamment tout ce qui est particulier avec l'éco-chèque sur l'efficacité énergétique. On a effectivement, ça a été dit d'ailleurs, je crois, par Nantes Métropole, au niveau de la région, des dispositifs concernant les logements sociaux, puisqu'on a 117 opérations de rénovation à réaliser avec plus de 5000 logements sociaux en cours, des rénovations de bâtiments publics, évidemment, les lycées, et l'appel à projet NOWAT. Donc, pour faire un zoom sur cet appel à projet. Donc, c'est un appel à projet qui a été lancé en 2017, avec une définition qui est assez complète de ce qu'on entend par bâtiment NOWAT. Donc, faut bien se dire que ce dispositif est un dispositif pour faire émerger des projets remarquables, exemplaires. Il n'a pas vocation à massifier, en tout cas, les opérations, mais plutôt à essayer de se projeter, d'expérimenter sur des bâtiments qui seront peut-être les bâtiments du futur, dans la perspective, effectivement, des futures réglementations, des futures évolutions sur le sujet. Donc, est entendu par un bâtiment NOWAT toute opération innovante de construction ou de rénovation qui limite son empreinte carbone tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des ressources à la fin de vie du bâtiment, et qui intègre les attentes des usagers et qui s'inscrit dans une démarche élargie, technique, sociale et poétique en lien avec le territoire. Donc là, on voit qu'il n'y a toujours pas le bois qui apparaît, mais on commence à deviner effectivement que ce matériau va avoir des richesses, des atouts essentiels pour répondre à cette définition. Donc, on étudie les projets sous 4 critères, le critère carbone, le critère usage, le critère innovation et le critère territoire. Petit bilan depuis son lancement en 2017. C'est 240 projets qui sont suivis actuellement. Donc, quand je dis que ce n'est pas un projet de massification, ce n'est pas un appel à projet pour massification, ce n'est pas non plus un appel à projet type concours. On est quand même sur un nombre de projets très important, avec donc 62 projets lauréats, c'est-à-dire des projets qui sont passés en commission et en vote d'accompagnement dans la région. Ça fait 292 millions d'euros d'investissement pour 40 millions d'euros de subventions. En moyenne, l'intensité de l'accompagnement de la région est de l'ordre de 14% par projet. Alors, je vais illustrer tout simplement le projet par rapport à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire ce projet qui se situe sur la ZAC de la Cartoucherie, donc à Toulouse. C'est déjà ne serait-ce que l'aménagement est un aménagement particulier puisqu'on est au cœur d'un écoquartier. Donc on est sur là un immeuble en bois de grande hauteur, puisqu'on est sur du R+10. On a une surface de plancher de 3360 mètres carrés. Donc on commence à être sur une opération effectivement importante. Pourquoi ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel à projet NOWAT? Donc, rappelle quand même juste du bénéficiaire. On est sur I4 Promotion, donc une SAS. Déjà parce que il nous a effectivement sollicité très en amont. Ça, c'est essentiel. Cet appel à projet, en fait, est un peu particulier. C'est un appel à projet qu'on suit dès l'amont, c'est-à-dire dès la phase programmatique du projet, jusqu'à la phase en fait consultation des entreprises. Donc chaque projet qui est suivi par cet appel à projet, c'est un accompagnement au long cours. Et dès qu'ils sont arrivés pour évoquer effectivement ce projet,
on a donc auditionné ce projet et différents atouts ont commencé à apparaître. Déjà, un atout qui est un atout un peu atypique, hein, puisqu'en région Occitanie, on n'avait pas d'immeubles de bois, en tout cas de cette hauteur. Là, on est sur trois entités, hein, 3 plots avec du R+10, 76 logements, donc c'est des logements sociaux. Il y a des logements libres aussi en accession libre et également des logements sociaux. On a aussi un hôtel d'entreprise, hein, et puis un hôtel tout simplement qui accueille des hébergements. Donc ça faisait un îlot dans l'écoquartier, avec une ambition très forte du promoteur qui était d'atteindre 76% de bois sur l'opération. Donc le côté atypique était intéressant, ne serait-ce que sur le volet technique. Donc on leur a effectivement exposé notre appel à projet et est ressorti par rapport à ces auditions pas mal de travail de leur part pour essayer de voir comment on pouvait, sur certains points, améliorer les choses. Donc sur le volet carbone, c'était intéressant puisqu'on a forcément une empreinte carbone qui est très intéressante sur ce sujet. Donc, mais ça a été aussi l'objet de faire d'échanges, notamment sur le sujet de la filière bois et sur le calcul du carbone, puisque le projet a été déposé quand la future réglementation environnementale qui va apparaître était en cours d'élaboration, et donc avec pas mal de discussions, notamment sur la prise en compte du bois sur ce sujet-là. Donc, premier volet d'analyse, le carbone, projet intéressant, évidemment, avec ce qu'on calcule, nous, en termes de réduction de nombre d'années de carbone qui était de 23 années. Donc, ça fait partie des projets les plus intéressants en termes de réduction d'empreinte carbone. Ensuite, deuxième volet, deuxième critère qu'on étudie, c'est les usages. Alors, les usages sont étudiés au même niveau que le carbone, c'est-à-dire le volet socio, études sociales, et notamment des habitants, des entreprises qui allaient utiliser cet équipement était étudié avec la même intensité en termes de points, puisqu'on est sur une grille de 100 points, 4 critères de 25 points, et cette partie usage était importante. Donc, ICAD a joué le jeu, ce qui n'était pas au départ forcément évident, puisqu'on est sur de la construction. Donc, comment faire pour essayer de trouver des panels de futurs habitants, que ce soit sur l'aspect social ou propriétaire. Ils ont joué le jeu, notamment avec une société coopérative en région, et puis des sociologues qui ont développé un outil qui permettait d'interroger, d'interviewer des panels de futurs habitants pour essayer tout simplement de répondre à la problématique du confort, de la qualité de vie, et j'y reviendrai sur les pistes dans la troisième partie de ma présentation, sur les pistes pour 2021, que peut apporter ce type de matériaux, qui ne sont pas forcément des pistes techniques ou objectives, mais qui peuvent être aussi des pistes subjectives. Et ça, c'est intéressant. 6 minutes, hein, monsieur Lamoureux. Il me reste 6 minutes 35, ça va? Vous avez compté 20 minutes, ouais, on avait prévu 15 minutes, j'ai compté. Ouais. 15 minutes, ouais. Mais je peux raccourcir hein, si vous voulez, hein. Je peux arriver directement à la conclusion, hein, mais j'ai calculé par rapport à 15 minutes. Allez-y, allez-y. Dites-moi. Donc, ensuite, sur le volet innovation, évidemment, donc un calcul qui s'est fait également et qui était intéressant sur ce projet démonstrateur, et des critères que sont des critères plus sur le volet territorial, ou alors d'usage d'outils d'évaluation, notamment qui a été développé en région comme Bâtiment Durable Occitanie. C'était intéressant. Alors, pour aller à la dernière partie de ma présentation, que sont les nouvelles pistes qu'on est en train d'évoquer. Donc, on s'est dit, on allait sur on a évoqué ces plus de 100 projets en cours d'instruction et des dossiers qui ont également fait
fait l'objet d'accompagnement, qu'on allait faire un audit sur un nombre important de projets pour pouvoir ressortir en retour d'expérience ces sujets-là et voir quelles sont les nouvelles pistes qu'on peut élaborer, notamment au regard d'une révision de l'appel à projet en 2021. Ce qui nous a paru intéressant, c'est évidemment d'essayer, notamment par rapport au bois, la filière bois, de se poser la question au-delà du développement, et ça a été dit par plusieurs intervenants, du développement important en termes quantitatifs du volume bois, voir quelle est la pertinence du bois, notamment au regard d'autres critères, notamment les critères qui sont forts chez nous dans le sud de la France, c'est-à-dire la problématique du confort d'été. Donc ça, c'était intéressant. Donc c'était de voir comment, en termes de prescription, on peut mixer les matériaux. Et je pense que ça, c'est un volet qui rentre notamment sur le sujet des usages et du confort. Donc, on va sans doute développer et renforcer ce volet-là en 2021, en essayant de voir comment le bois peut être aussi ressenti, quel est le ressenti du bois par rapport aux usagers. Donc là aussi, on n'est pas forcément sur des questions techniques, de structure, de type de système constructif ou autre, de type de bois ou d'essence. On est plutôt sur comment l'usager perçoit le bois et de façon très concrète, par exemple, lorsque il y a des menuiseries en bois, lorsqu'il y a des parties de bois visibles à l'intérieur d'une pièce, le regard, la beauté du matériau, puisque ça peut être aussi mis en avant, cette beauté en fonction du système constructif qui est mis en avant, peut avoir un impact sur le bien-être des personnes à l'intérieur du bâtiment. Et ça, c'est un volet qui est plus un volet de mesure subjective et moins objective. Et je pense qu'on va effectivement mettre en avant de façon plus importante encore ce volet-là en 2021. Un autre sujet qui a été évoqué, qui est essentiel, c'est que là, si je prends la cartoucherie, si je dois effectivement l'étudier sur les prochaines pistes d'analyse qu'on va mettre en avant, c'est que on est sur du bois de coupe, CLT, neuf, donc on est sur effectivement une entreprise qui a construit, qui a fabriqué ce bois. Comment, sur ces 76%, on pourrait évoquer aussi la question de la circularité, voir comment on peut utiliser des bois qui existent, comment développer localement avec des entreprises la prescription de bois, soit en réutilisation, en recyclage, en réusage, pas seulement sur le système structurel, qui des fois peut poser des questions techniques, mais également sur d'autres sujets à l'intérieur du bâtiment, que peut être le mobilier ou autre. Donc ces sujets du développement du bois en tant que réusage, réemploi, et dans effectivement une boucle, une boucle qui va profiter à tout le monde au niveau de la circularité est importante, et ça peut avoir et ça, c'est ce qu'on a pu remarquer, avoir un impact sur le carbone essentiel. Donc on touche un volet de développement local et en même temps avec un impact fort sur l'aspect du carbone et du confort. Donc voilà, il me reste encore 1 minute et des quelques, mais comme je vois que le temps était un peu court du côté de la présentation, pour moi, ce sera bon, et du coup, voilà, vous avez un peu plus de temps pour le reste. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Est-ce qu'il y a peut-être un site internet ou un lien pour ceux qui sont intéressés puissent aller en voir plus sur l'appel à projet que vous pourriez partager dans le chat? Oui, tout à fait, ouais. Merci. Il y a tout simplement le site de notre centre de ressources qui a, avec notamment le travail qui a été fait sur bâtiment durable Occitanie, où il y a beaucoup de projets qui sont NOWAT. On a des fiches descriptives très précises des équipes qui ont travaillé, de tous les critères intéressants des projets. Super. Bah, si vous pouvez le partager dans le chat, ouais, ça merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on va réussir à entendre Monsieur Ramel pour nous parler. Vous m'entendez? Oui, c'est un peu mieux. Un peu mieux. C'est pas terrible, hein. Non, c'est toujours pareil. Hein. Je
Bonne journée. Non, on n'entend rien, je suis Ouais, désolée. ouais. On n'entend rien du tout. Pourtant, tout à l'heure, ça marchait. Non, ça marche pas. Et ben tant pis. Je suis désolée. On va dire que ce sera partie remise. Oui, tout à fait. On prévoit un autre événement. Et du coup, je vais donner la parole à Luc Charmasson pour conclure. Je suis vraiment désolée, monsieur Ramel. Luc, vous êtes là? Oui, bonsoir. Merci à Franck, merci à toutes et à tous pour donc vos précieux témoignages et vos partages d'expériences dans les métropoles, les communes, régions et territoires. Ils confortent donc pleinement la contribution essentielle de la construction bois pour la réduction de l'empreinte climatique et le rôle primordial du bois et des matériaux biosourcés pour réussir tous ensemble ce défi qui nous tient tous à cœur. Construire plus et mieux pour la ville de demain, réinventer de nouvelles formes d'urbanité avec les atouts environnementaux de matériaux tout à la fois traditionnels et d'avenir, le bois. Donc, vos engagements pour inscrire vos politiques urbaines dans la lutte contre le réchauffement climatique, les bonnes pratiques, les outils et les développements que vous avez mis en œuvre répondent à la volonté des pouvoirs publics et à l'engagement de toute notre filière forêt-bois pour favoriser une construction plus respectueuse de l'environnement, économe en matière et en énergie, mais aussi créatrice de développement économique. Dans chaque région, nos entreprises et nos interprofessions régionales sont là pour vous accompagner dans vos stratégies de développement au travers de pactes et d'outils didactiques et incitatifs pour faciliter la construction bois. Les programmes exemplaires que vous avez présentés en témoignent, aussi bien à l'échelle régionale, on a vu en Île-de-France, avec FIBois Île-de-France et le pacte biosourcé, ainsi que le dispositif Réflexe biosourcé. En Occitanie, on vient de voir, le pacte construction bois et le projet Novat, présenté par Fabrice Lamoureux. Deuxièmement, à l'échelle des collectivités, avec l'Eurométropole de Strasbourg, le pacte, présenté par Madame Thalie Marx, avec la métropole de Nantes, donc avec la démarche de massification et généralisation de la construction bois couplée à la démarche d'exemplarité de la métropole, donc par Madame Stéphanie Strasser. On a vu aussi, on a entendu l'exemple de Loire-Atlantique, très instructif et très volontariste par Stéphane Defaille. Et malheureusement, nous entendrons sans doute un peu plus tard pour la démarche de Lyon avec Jean-Luc Ramel. Donc les travaux de comité stratégique de la filière bois que je préside et le contrat stratégique signé en 2018 par les 4 ministères de la transition écologique, de l'industrie, du logement et de l'agriculture concourent à renforcer la filière en partant des marchés, à orienter les politiques publiques et à accompagner les donneurs d'ordre, les entreprises et les emplois sur la voie du développement de la construction bois, qui est déjà le premier marché de la filière bois, avec plus de 10 milliards d'euros de valeur ajoutée créée annuellement. Avant la crise du Covid, ce marché était inscrit dans une vraie dynamique, avec notamment 20 000 emplois nouveaux créés par la filière bois entre 2016 et 2018, dont 50% pour la chaîne de valeur de la construction bois. Ce bon bilan a pesé dans l'ambition annoncée par le gouvernement en faveur de la réduction de l'empreinte carbone, avec la présentation, il y a quelques jours, des orientations de la future RE 2020. Au niveau national, toutefois, cette ambition reste encore très discutée, car elle supposera beaucoup de changements internes, comme vous l'avez dit, au sein de l'écosystème de la construction en général. C'est ce qui donne toute sa valeur aux opérations et programmes constructifs bois, déjà fortement implémentés à tous les échelons dans les territoires, grâce à vous, où la transition écologique et la mutation des pratiques constructives sont à l'œuvre. Merci à tous. Merci Luc. Il me reste à remercier tout le monde d'avoir participé à
à cette présentation. On vous donne rendez-vous donc au premier trimestre pour la diffusion du Vadémécum et l'occasion de prolonger ces échanges sur ces sujets qui sont au cœur de la progression de la filière. Merci à tous. À bientôt. Merci à nos intervenants. Merci.